Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer un scénario pour Cthulhu qui se déroule en Angleterre en 1933. Shadowcat incarnera Helen Howell, une jeune étudiante en biologie. Coccinelle interprétera Arthur Knott, un séminariste. Et Contrées de l'imaginaire jouera le professeur Lucas Wright, professeur d'université en géologie. Bonne écoute de Watcher in the Sky, épisode 1. Nous commençons par vous présenter le premier personnage. Je suis Helen Howell, une jeune femme de 25 ans, étudiante en sciences à l'université de Bridchester. C'est assez atypique pour une femme de ma condition puisque je suis issue d'une famille de mineurs du Pays de Galles. Mais je m'ennuyais particulièrement dans cette vie et la perspective de devenir une épouse de mineur m'affligeait. Donc par esprit de rébellion et désir d'aventure, j'ai demandé une bourse d'études que j'ai obtenue, ce qui m'a permis de devenir étudiante. Après une première année passionnante, la routine a repris le dessus. Je passe très peu de temps avec les autres étudiants qui m'indiffèrent, des provinciaux ennuyeux. Seules 2 personnes ont éveillé mon intérêt. L'une d'entre elles est un vagabond, Andy, qui me raconte régulièrement ses voyages, en échange d'un peu de nourriture. Et Marc, un autre étudiant boursier, originaire d'Halifax, qui d'ailleurs m'a demandé ma main. J'ai accepté, séduite par ce jeune homme. Mais ce matin, en attendant le début des cours, j'ai trouvé un étrange oiseau étendu mort dans un coin de l'université. J'ai bien envie de l'étudier, de le disséquer. Alors je l'ai apporté au théâtre anatomique, où je compte demander au docteur Parker si je peux procéder à l'étude de ce spécimen. J'espère que elle me donnera son accord. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Alors, ce soir, je vais tenter d'incarner Lucas Wright, ou plus précisément le professeur Lucas Wright. En fait, c'est quelqu'un d'une cinquantaine d'années, propre sur lui, petites lunettes, qui officie au Royal College de Sciences de Londres. Pour être honnête, cette personne s'est dirigée en premier lieu vers la physique, jusqu'à temps qu'un petit personnage vraiment assez insignifiant dans l'histoire, quelqu'un qu'on va nommer Einstein, me coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Et donc finalement, bon an mal an, j'ai plutôt tourné vers la géologie. Voilà un peu pour mon parcours un peu professionnel. Mais mes étudiants me caractérisent comme quelqu'un de plutôt condescendant, qui l'est, clairement. Et niveau mes vies privées, j'ai un mariage qui se déroule, voilà, bon an mal an, plutôt bien. Je suis content avec Gertrude, ma femme. Mais on va dire, voilà, il y a pas mal de banalités au quotidien, et ça m'excite pas vraiment plus que ça. Donc on va dire c'est un confort nécessaire ou un mal nécessaire, je sais pas. Mais étant donné que je suis un naturel plutôt curieux, tout ce qui peut me sortir entre guillemets de mon quotidien, je vais saisir l'occasion de le faire. Merci beaucoup, et nous présentons le dernier personnage. Je m'appelle Arthur Knott, et en ce moment je suis formé à la prêtrise. C'était pas mon destin. Je suis l'héritier d'une famille qui a fait fortune dans la métallurgie. Mais et mon père s'attendait bien à ce que je reprenne la suite. Et assez vite, j'ai compris que c'était pas mon monde. J'ai eu, comme je le dis toujours pour faire rire au séminaire, une crise de foi. Et étonnamment, j'ai été soutenu par mon père. Il a pas compris, mais il a laissé faire. Et donc, parti au Pays de Galles pour me former à la prêtrise. Et là, j'ai fait 2 rencontres capitales. La première, c'est mon mentor, Abraham Cale, qui me guide,
en qui j'ai toute confiance. J'avais toute confiance puisqu'il est parti à la retraite. Et la deuxième rencontre, c'est Roger Mugrève, lui aussi formé à être prêtre, mais lui venant d'une famille ouvrière. Et en fait, on a noué une amitié vraiment inattendue et vraiment très très forte. Merci beaucoup. Nous sommes en 1933, en Angleterre. Lucas, le professeur Lucas Wright. Ce matin, tu as pris ton petit déjeuner, composé de thé, toast, marmelade, avec ta femme Gertrude. Alors que tu t'escrimais à finir le mot croisé du Times, qui t'apparaissait diaboliquement tordu, elle te narrait ses projets pour la journée. J'ai acheté le coiffeur aujourd'hui, puis ensuite je dois aller chez le bijoutier pour faire ajuster mon alliance. Alors effectivement, ça te surprend peut-être un peu qu'elle veuille faire ajuster son alliance. Mais elle te montre comme ça sa main et la base de son annulaire est enflée, même un peu violacée, comme si son alliance faisait coincer la circulation du sang en fait, et il y avait une sorte d'œdème. Mais montre-moi ton doigt. Il est violacé, non? Oui, je ne sais pas, ça m'est arrivé cette nuit, peut-être un mauvais geste, il s'est pris quelque part et... Tu t'es cogné peut-être, non? Peut-être, mais tu vois bien là, ça me serre, ça me fait mal et faut que j'aille m'en occuper, tu comprends bien. Bien sûr, mais écoute, retire déjà cette alliance, ça... Je ne peux pas, je ne peux pas, ils vont devoir utiliser un appareil, je pense, pour la découper et la réajuster, tu vois bien et... Laisse-moi voir. Et j'essaye de retirer l'alliance. Ça coulisse pas spécialement, tu essayes de mettre peut-être un peu de savon et bon, je suppose que tu restes délicat parce que sinon tu risques de lui arracher le doigt. Voilà, bien sûr. Ça lui fait... voilà, elle pousse même des petits cris, elle a un peu mal quand tu manipules trop le... Tu vois, c'est bien violacé, bien gonflé. C'est juste en dessous entre les deux phalanges et tu vois que le cartilage, comme si le cartilage lui-même était gonflé. On t'a dû faire un faux mouvement dans la nuit, encore une fois. Bah, tu sais, moi je suis toute seule dans ce lit, alors peut-être des fois, peut-être que je me cueille la main, oui, parce que ça fait quelques années, vous faites un peu chambre à part. Toi, t'es souvent plongé dans tes notes et tu vas te coucher tard, elle a ses petites habitudes et puis elle se plaint toujours que tu fais du bruit quand tu rentres dans le lit, que tu ronfles, que tu fais, bref, ton quotidien un peu triste. Mis à part ça, tu vas sans doute prendre tes affaires et tu vas partir en métro pour le Royal College de Sciences. Tu vas à ton département, le laboratoire Edward. Bah, il y a ta secrétaire qui va t'accueillir, mais on va s'arrêter là pour le moment et je vais faire l'introduction des autres joueurs. Hélène, hier soir tu es passé voir ton fiancé à l'hôpital Saint-Thomas pour prendre de ses nouvelles parce qu'il a chuté de cheval lors de son dernier match de polo. T'étais un peu inquiète parce que tu sais que les chutes de cheval, ça peut être grave. Et en arrivant à sa chambre, il t'a tout de suite rassuré. « Oh, je vais bien, ma chérie. C'est juste une côte cassée. Les infirmières s'occupent bien de moi. Je suis dorloté comme un bébé. » Ah, une côte cassée. Bon, et ça va, tu n'as pas trop mal? Non, je te dis, je suis chouchouté, je suis aux anges. Et tu remarques en même temps qu'il est vraiment sourieur, un peu blagueur, et tu t'aperçois que les infirmières qui lui accordent beaucoup, voire peut-être même trop d'attention. Elles sont souriantes. Il faut dire que Marc est plutôt un bel homme, et elles sont toutes à minauder un petit peu auprès de lui pour savoir si tout va bien, s'ils peuvent le redresser un petit peu. Ça te fait rire. Il en joue un peu. Et est-ce que tu sais combien de temps tu vas rester en convalescence? Pas du tout. Le médecin doit passer ce matin, mais pour l'instant ça va. Je me plains pas. Je vais pas au travail et je suis bichonné, donc. Là, je vois ça. Les infirmières ont l'air particulièrement souriantes quand elles te voient. Ah, tu serais jalouse, Hélène. Ah, ce serait bien surprenant. Enfin bon, tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas? Même si ces demoiselles sont très charmantes. Ah ouais, rougissent. Je vois que tu es entre de bonnes mains. Oui, n'hésite pas à repasser me voir, mais je t'avertirai dès que je pourrai de mon retour. Très bien, je compte repasser demain si mon emploi du temps me le permet.
Ah bah très bien, très bien, très bien. Et puis il te fait un petit au revoir comme ça, mais j'étais un peu vexé parce que quand tu pars à la chambre, il n'est pas spécialement particulièrement intentionné. Tu vois, il se tourne tout de suite en racontant des plaisanteries avec les infirmières. Donc un peu vexé, tu pars vers l'université et ce matin en arrivant, à l'université de Bridgester, tu as découvert cet étrange animal. Une espèce d'oiseau un peu difforme, un peu gros, un peu comme s'il avait des excroissances internes, vraiment étrange. Et tu as décidé d'aller au théâtre anatomique pour éventuellement opérer une dissection avec l'aval du docteur Parker, évidemment. Arthur, tu as pris ta voiture pour l'hôpital Sainte-Marie Bethléem qui se trouve dans une banlieue de Londres, une banlieue verdoyante. Tu découvres un bâtiment en briques assez récent, entouré de pelouse, surmonté d'une horloge. De l'extérieur, ça a l'air très agréable. Tu es dirigé rapidement vers le service de gériatrie, dans l'aile est de l'hôpital. Tu parcours les couloirs qui sentent fortement l'antiseptique et légèrement l'urine. Et tu entends des cris et des gémissements des chambres attenantes. Au service gériatrique, il y a l'infirmière Rogers d'accueil, qui est suivie de près par l'infirmière Wilkie. L'infirmière Wilkie semble être une jeune infirmière assez nouvellement recrutée. Elle te paraît stressée, confuse, un peu en doute. L'infirmière Rogers a plus l'habitude. Elle réajuste un petit peu ses lunettes et elle t'explique... Nous sommes plutôt optimistes, Monsieur Note. La santé de Monsieur Cale ne s'est pas dégradée. Il mange bien. Il nourrit des oiseaux. Il est sous la garde du docteur Bradfield. Le docteur Bradfield fait actuellement le tour des services, mais il sera disponible pour un entretien si vous le souhaitez. Gentil, est-ce que maintenant je peux voir Monsieur Kell, s'il vous plaît? Elle met un certain temps avant de répondre. Oui, je crois que cela va peut-être possible. Nous allons vous amener. Il doit sans doute être au jardin. Lucas, l'imposante façade en briques rouges et en terre cuite du Royal College of Science souligne la stature académique du collège. Tout comme le bâtiment, tes recherches sont modernes et bien financées. Tes recherches, sur lesquelles tu travailles en ce moment, qui sont un peu d'une douceur monotone, on va dire. Aujourd'hui, te donne un résultat assez inattendu. Ce matin, tu testes. Tu testes la dureté d'un échantillon de graphique. Voilà. Vous avez récupéré ça localement, peut-être d'une météorite, peut-être tout simplement il était là. Et tu veux tester sa dureté, donc tu procèdes à des tests habituels. Tu remarques cependant une phosphorescence. C'est physiquement impossible dans une roche de graphite. Alors, sans doute, tu vas procéder à des investigations plus appuyées. Bah, tu prends tes ustensiles, tes liquides sur lesquels qui te permettent de faire des tests. Tu vérifies la présence de contaminants. Il semble y en avoir aucun. Ce qui est très troublant, c'est que la phosphorescence pulse légèrement, devenant de plus en plus brillante pendant un instant. Toutes les secondes environ, elle pulse de ce rythme régulier. C'est assez étrange, suffisamment peut-être pour te faire un test d'équilibre mental. Tu es assez serein et tu restes très pragmatique et très scientifique face à ce phénomène qui néanmoins pourrait être inquiétant, hein, mais tu as entendu parler des expériences de Marie Curie sur le radium, des choses comme ça. Tu comprends pas trop parce que là t'as du graphite, mais t'as cet échantillon comme ça qui pulse
toutes les secondes. Alors je sais pas vers quoi tu vas te tourner pour essayer d'en apprendre un peu plus. Est-ce que déjà ça émet des vibrations en même temps que Non, pas particulièrement. C'est vraiment une pulsation visuelle. Tu pourrais peut-être regarder si c'est déjà arrivé dans des phénomènes, ces phénomènes-là sur d'autres pierres, effectivement. Alors je vais peut-être essayer de consulter les archives au sein du Royal College. Je présume qu'il doit y avoir une sorte de bibliothèque, voilà, pour voir exactement s'il y a des cas similaires. Tu vas te rendre donc à la bibliothèque du collège. Tu vas parcourir des revues expérimentales. Tu vas essayer de retrouver des résultats qui correspondent et tu vas finir par trouver un journal particulièrement obscur. Le New Journal of Experimental Cosmic Physics. Il semble que voilà, ce serait lié peut-être à des rayons ou des particules cosmiques, quelque chose comme ça. Ça te semble un peu bizarre, puisque si c'est un extrait de météorite, peut-être qu'il y aurait un lien, mais pour l'instant tu ne le vois pas. Toujours est-il que tu retournes sans doute à ton laboratoire avec ce journal en train de le compulser. Tu t'aperçois que le matériau pulse toujours, et puis d'un seul coup ça s'arrête. Je rentre dans une pièce et j'essaie, je fais pas la lumière complètement, voir s'il y a une petite lueur qui apparaît de ce graphite. C'est-à-dire que tu tires les rideaux, ce genre de choses. Ouais, voilà, ouais. Alors tu tires les rideaux et aucune lueur. Puis d'un seul coup elle revient. Elle se remet à pulser. Tu comprends pas trop, tu te dis est-ce que ça se voit que dans le noir? Peut-être que tu vas rouvrir les rideaux, je sais pas. Oui, tout à fait, ouais. Ah, oui. Je vais regarder. Et en rouvrant les rideaux, tu t'aperçois qu'il y a tout un groupe d'oiseaux qui nichent à proximité sur le toit d'en face. Ça ressemble à des oiseaux de là où tu es, hein. Tu n'arrives pas trop à voir, mais soudainement ils s'envolent, et au moment même où ils s'envolent, le graphite arrête de pulser. Et il y a un lien fort, visiblement, tu renouvelles l'expérience pendant les quelques heures de la matinée, et il y a un lien fort entre la présence de ces oiseaux et la pulsation du graphite. Le lien est pour toi complètement clair. Le problème, c'est que ces créatures, tu les regardes un petit peu, ça ressemble à des oiseaux, mais des oiseaux étranges, c'est pas des corbeaux, ça ressemble, c'est peut-être un peu plus gros, peut-être des corvidés. Tu t'y connais pas forcément très bien en anatomie d'oiseaux. Tu es dans un des départements de sciences, donc tu as sans doute des collègues qui pourraient t'aider, mais pour l'instant, toi, tu ne sais pas trop. Est-ce qu'auparavant, j'ai déjà décelé ces oiseaux dans les jours précédents ou... Non, pas spécialement. T'avais pas remarqué spécialement. De toute façon, c'est pas des choses qui t'intéressent franchement. Et t'avais pas fait spécialement attention. Il y a toujours des pigeons, à l'ombre, il y a des corbeaux, c'est connu, mais voilà, t'avais pas fait spécialement attention. C'est vraiment l'étude de cette pierre ce matin qui donne ces résultats. Effectivement, peut-être que je vais voir un collègue, professeur, pour essayer de lui décrire les oiseaux que j'ai vus à l'extérieur. Voir s'il peut peut-être mettre plus de renseignements sur le type d'espèce. Est-ce que c'est normal qu'ils soient présents cette saison? Voilà, pas mal de choses comme ça. Tu réussis à alerter un de tes collègues. Bon, t'es un professeur respecté au Royal College de Sciences, donc sans problème. Il y a un de tes collègues qui vient te voir, un collègue de biologie. Tu lui montres, parce que tu peux pas faire mieux que les oiseaux à travers la fenêtre, et il les regarde un petit peu, il sort même des jumelles, il te dit qu'il a aucune idée de ce que c'est ça. On dirait la race des corvidés, mais ils sont peut-être un peu plus petits ou plus grands. Déjà, ils sont pas tous de la même taille, et ils ont des comportements assez étranges, pas naturels pour des corbeaux ou des corneilles. Il te dit que il y a peut-être des documents qui traitent des oiseaux un peu étranges comme ça. Peut-être qu'on les rencontre plus dans l'ouest de l'Angleterre. Pour ça, il te dit que sans doute il y a une bibliothèque dans une université à Bridchester qui pourrait
avoir des documents qui concernent ces animaux-là. C'est à peu près à combien de temps d'ici? 1 à 2 heures, ça dépend si tu vas en voiture ou en train, mais 1 heure. Donc tu pourrais t'y rendre si tu voulais, parce que lui il n'a pas le temps, hein. Lui il a d'autres travaux à mener, et toi, tu en es là pour le moment. Nous sommes maintenant au sous-sol des bâtiments universitaires de l'université de Bridgester. Alors, tu es dans un des bâtiments les plus, on va dire, horriblement gothiques. C'est là où se trouve le théâtre anatomique, Hélène. C'est un amphithéâtre pentagonal, composé de 5 niveaux de sièges étroits, en bois, qui entourent une table de dissection centrale. Il fait relativement sombre. La lumière des vitraux crasseux éclaire à peine le bois sombre et taché. Tu arrives dans ce théâtre et il y a le docteur Parker qui est présente. Bah, je m'approche d'elle. J'ai l'oiseau dans les mains ou... Oui, tu as l'oiseau dans les mains. Et tu as donc le docteur Parker qui est avec toi. Toi qui est présent. Donc, je m'approche du docteur Parker avec l'étrange cadavre d'oiseau que j'ai mis peut-être dans un mouchoir quand même, et que j'apporte dans mes mains. Et je lui dis, docteur Parker, excusez-moi. Elle est occupée, elle te regarde. Mademoiselle Howell, ici, ce sont la place des professeurs. Que faites-vous là? Oui, je sais, je suis désolée, mais regardez, et puis là, je soulève le mouchoir en tissu et je révèle le cadavre de l'oiseau. Et je lui dis, regardez, j'ai trouvé ce spécimen étrange là dans l'université et je pense qu'il serait très intéressant de l'étudier. Il me semble que son anatomie n'est pas classique pour un corps vidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui montre. Elle a à peine jeté un œil sur l'oiseau. Elle a un peu haussé les yeux en te voyant ouvrir le mouchoir en se disant que tu penses que tu lui as ramené juste un corbeau ou une corneille. Elle dit, bon, écoutez, les cours n'ont pas commencé. Si cela vous amuse de vous entraîner pour vos dissections, pourquoi pas, soit faites-le. Ça me permettra de voir si vous êtes habile de vos mains, si vous savez bien vous y prendre. Hein. Considérez ça comme une sorte d'examen. Très bien. Et en fait, comme je vois qu'elle m'aidera pas plus, mais qu'au moins elle est pas contre que je réalise une dissection dans la salle, je m'approche qu'on appelle ça là, une sorte de petite table qui est prévue à cet effet. Et puis je remonte mes manches et je m'apprête à procéder à la dissection. Tu commences à disséquer l'animal. Bah, l'oiseau, pour toi, c'est aucune espèce connue. Et tu commences à l'ouvrir petit à petit. Et ça te semble vraiment très très étrange, car la structure n'est pas du tout naturelle. Elle semble assemblée grossièrement de pièces de différentes origines assez mal ajustées. L'œil, par exemple, de l'oiseau ressemble plus à celui d'un chien qu'à celui d'un corbeau. Les organes ne sont pas là où ils devraient être. Certains manquent. Les os de l'aile sont particulièrement bizarres. Tu fais tout ça sous l'œil du docteur Parker, qui te regarde d'un coin de l'œil tout en faisant son travail, et ta main ne tremble pas, mais ton cœur bat la chamade. Tu commences à enfoncer le scalpel dans le cerveau de l'animal, et il y a un liquide noir et visqueux qui en sort, comme une sorte de caviar. Ça pue la moisissure. Il y a une étrange douceur quand même dans cette odeur, quelque chose de sucré. Tu examines ensuite la cage thoracique. Elle est étrangement assemblée de parties humaines et animales. Tu t'aperçois qu'il y a des os de doigts humains qui entourent ses poumons. Il y a d'autres parties qui ressemblent à rien de ce que tu as vu auparavant. C'est très difficile pour toi parce que
T'as l'habitude de faire des discussions, mais là t'es quand même devant un truc qui est pas naturel, et t'as en plus le docteur Parker qui te regarde derrière toi. Tu vas me faire un test d'équilibre mental, s'il te plaît. Clairement, tu ne comprends pas ce qui est devant toi. C'est inexplicable. T'as pas les compétences en biologie suffisantes pour pouvoir expliquer ce qui est là. Il y a le docteur André Parker qui est pas loin, qui te dit: vous avez un souci, mademoiselle Howell? Vous avez abîmé le spécimen? Je relève pas, je lui dis: venez regarder, docteur Parker, c'est vraiment intéressant. Sauf erreur de ma part, cet œil-là n'est pas un œil relatif aux oiseaux, on dirait plutôt celui d'un chien. Et puis là, les ossements ont une telle forme, on dirait ceux d'un doigt, d'un doigt humain. Enfin, regardez par vous-même, je pense ne pas me tromper. Enfin, je ne comprends pas. Tu t'adresses comment à elle? Bah là, en fait, je suis bouleversée parce que je viens de voir, parce que voilà, c'est dérangeant, on va dire, voire dégoûtant. Et j'attends d'elle que elle confirme ce que je viens de découvrir. Voilà, donc je m'adresse à elle de façon, je suis plutôt un peu sous le choc en fait, mais je lui dis: mais venez voir, qu'en dites-vous? En fait, je demande son expertise. Le docteur Parker s'approche et commence à regarder Elle prend un scalpel, elle ouvre un petit peu le spécimen, regarde ce que tu as découvert, et elle t'explique que, vous voyez, ce tissu conjonctif là qui maintient les organes, on dirait quelque chose qui est plus un tissu cancéreux, quelque chose comme ça, ou fongique, je ne sais pas. On a l'impression que ça tient comme quelque chose qui tient des grains de raisin, comme une moisissure. C'est assez étrange. Je pense que vous devriez aller faire un tour dans la bibliothèque, sans doute, vous y trouverez des réponses. Après tout, c'est bien là le travail d'une étudiante que d'aller compulser les ouvrages et de se renseigner. N'est-ce pas, mademoiselle Howell? Oui. Oui, docteur Parker. Et je pars à reculons, toujours en fixant le cadavre de l'étrange animal, on va dire, parce que je sais même pas trop ce que c'est. Et au dernier moment, je me retourne et j'ouvre la grande porte pour aller vers la bibliothèque. Alors, t'as pas enlevé l'oiseau de table? Non. Mademoiselle Howell, vous êtes priée de nettoyer et de laisser aussi propre qu'à votre arrivée les lieux. Oui, d'accord. Très bien, docteur. Et je procède comme d'habitude, en fait. Ça, je sais où il faut le jeter. Je commence quand même à trembler quand je dois encore m'approcher du cadavre et le soulever pour aller le jeter. On va le mettre dans un endroit où vous mettez les spécimens pour les incinérer ensuite. Et tu vas dans la bibliothèque de biologie, dans laquelle tu travailles régulièrement depuis tes études. Tu es assez surpris que il y ait peu d'ouvrages qui font référence à cette créature. T'arrives quand même au bout de quelques heures à trouver notifié quelque part il parle de créature hybride. Et à un autre endroit, il parle de matière fongique, quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a un livre qui existe qui pourrait parler de tout ça, qui s'appelle Hypothèses et faits sur les créatures. Et ce livre, il se trouve sans doute dans l'ancienne bibliothèque de l'université. Un endroit qui est plutôt restreint, un peu comme les archives ou quelque chose comme ça, tu vois. Elle est pas condamnée, mais c'est une ancienne bibliothèque dans laquelle on a laissé au rebut des ouvrages peu compulsés. Et je sais comment je peux y accéder? Oui, bien sûr. Et tu sors du bâtiment pour te rendre dans cette autre aile. Et quand tu sors du bâtiment, tu sens on te regarde. Bah, je regarde à droite, à gauche, derrière moi, pour voir d'où ça vient. Tu regardes un petit peu où ça pourrait être et tu t'aperçois que sur les toits
du théâtre d'Atsumiki, il y a d'autres oiseaux, semblables à celui que tu as trouvé par terre. Et ils sont assis, immobiles sur les toits, et tu as l'impression qu'ils t'observent. Je presse le pas pour aller aux archives. Et ainsi se termine Watcher in the Sky, épisode